Le secteur des télécommunications est en pleine mutation. À l'image de nos modes de communication en constante évolution, si la croissance est globalement lente, les revenus restent élevés, attirant les investisseurs en quête de stabilité. Mais attention, la concurrence est féroce et les marges sont sous pression. Alors, comment les opérateurs peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? Alors, commençons ici. Imaginez un marathonien. Il avance à un rythme régulier, sans sprint, mais il finit toujours par atteindre la ligne d'arrivée. C'est un peu l'image du secteur des télécommunications. Une croissance modérée, mais des revenus confortables. Vous pouvez le voir ici. Sur cette chaîne, on a eu tendance à faire des notes d'analyse qui sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls sur des compagnies comme Verizon et AT&T. Quand tout le monde disait c'est la mort, faut n'acheter jamais ces compagnies-là parce que le dividende a baissé, le revenu a baissé, etc. C'est un business mature, les amis. Et encore, c'est un business qui était fragmenté. Et présentement, aux États-Unis, il y a trois entreprises qui dominent ce secteur. On peut même dire que c'est presque un oligopole. OK? Donc, vous constatez ici que sur les derniers mois, l'entreprise, voilà, AT&T se porte plutôt bien. Verizon, on en a parlé également. Oh oui, comment on appelle, c'était quoi? La contamination des câbles à gainage de plomb également ici était un sujet d'actualité. Pourtant, j'ai également fait une vidéo dessus pour vous mentionner que, attention, c'était la technologie disponible à ce moment-là, donc ce n'est peut-être pas le problème de Verizon ici, c'est également le problème des municipalités. Le régulateur également a sa part de responsabilité. Et ça fait des années que ces entreprises-là ont arrêté d'utiliser. Lisez vos rapports financiers, les amis. OK? Vous avez Verizon, AT&T, vous avez également T-Mobile, donc Temus, on n'en parle pas souvent, mais j'en ai parlé lors d'une analyse sectorielle il y a très longtemps, il y a 2 ans aujourd'hui, qui est l'une des entreprises qui se comporte bien sur ce secteur d'activité. OK? Donc, on revient sur notre note d'analyse ici. Alors, c'est un peu l'image du télécommunication, comme je le mentionnais tantôt, donc une croissance modérée, mais des revenus confortables. Donc, une aubaine pour les investisseurs qui recherchent des placements sûrs, entre parenthèses, et rentables. Pourtant, les opérateurs doivent redoubler d'efforts pour préserver leurs marges. D'un côté, la concurrence fait rage pour attirer de nouveaux clients. De l'autre, l'inflation les oblige à augmenter leurs tarifs au risque de faire fuir les abonnés. Un véritable défi. Néanmoins, heureusement, l'innovation technologique souffle un vent d'optimisme sur le secteur. La 5G, la fibre optique à large bande et les services d'accès sans fil fixe ouvrent de nouvelles perspectives. Je vous ai dit ici lors d'une note d'analyse également, OK, que ces entités peuvent maintenant proposer des services, des services Internet à domicile sans fibre optique. OK? Et donc, c'est généralement ici localisé dans les zones assez denses. Donc, mais la fibre optique reste ici généralement je dirais pas, mais l'infrastructure la plus rentable en termes de maintenance. Mais on s'entend ici que les télécoms, ça reste ici un moyen supplémentaire ici de faire du marketing en proposant des services téléphonie mobile, Internet, c'est home run. OK? Donc, ça permet ici de fidéliser les clients. Alors, imaginez un monde ultra connecté où vous pourrez télécharger un film en quelques secondes où que vous soyez. Ces technologies permettent aux opérateurs, dont on parle de la 5G ici, de gagner des parts de marché dans la transmission des données sans fil au détriment des fournisseurs traditionnels d'accès par câble. Mais qu'on s'entende, ça dépend des zones géographiques et la maintenance est élevée. Donc, ce qui veut dire ici que les fournisseurs de traditionnels par câble, ici à savoir Charter Communication, Cable One, etc., ont encore un bel avenir. Maintenant, des entités comme, comment on appelle encore Altice, elles vont avoir tendance à disparaître, déjà qu'elles sont très endettées. En plus, si vous regardez Altice appartient, vous connaissez le milliardaire français en question. Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur-là s'est mis à payer des dividendes assez élevés sur Altice alors que l'entreprise a une dette très élevée. Bref, suivez mon regard, allez regarder à quoi ressemble Altice en date d'aujourd'hui. C'est une entité qui va presque disparaître. Je ne mettrai même pas un seul dollar dessus. C'est la même chose avec une compagnie, la compagnie canadienne qu'on appelle Bell Telecom, ticker symbole BCE, qui continue à payer un dividende ici, alors que
la charge est extrêmement élevée. La dépense en capital est de plus en plus élevée. Elle n'a pas les moyens de payer ce dividende-là. Et dernièrement, elle a revendu parce que Bell Telecom, c'est à elle qu'appartenait l'équipe de Toronto. Il y avait également l'équipe de basket de Toronto. Il y avait également l'équipe de hockey. Il y a également une équipe de football. Donc, elle avait toutes ces équipes-là qu'elle a vendues dernièrement à Rogers Telecommunications, qui est également un concurrent. Je ne parle pas souvent des compagnies de télécommunications au Canada. D'accord, malheureusement, alors que je suis au Canada. Mais Bell Telecom n'est pas une entreprise on va avoir tendance à regarder parce qu'elle a un dividende de 8%. Ce dividende-là n'est pas durable. Si vous êtes investi sur cette compagnie, dès aujourd'hui, commencez à réfléchir sérieusement. D'accord? C'est très important parce que sinon, on va se retrouver dans la même situation que les Algonquin Power Utility. On paye le dividende avec le free cash flow. Algonquin a baissé le dividende ici tout simplement parce que les free cash flow ne pouvaient pas tenir. Bref, revenons à notre note ici. On va la terminer. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, pour accélérer leur croissance, les opérateurs misent sur 2 stratégies principales. Les fusions et acquisitions et le développement de services numériques personnalisés. Par exemple, en proposant des offres sur mesure adaptées aux besoins de chaque client, ils peuvent générer des marges plus élevées et fidéliser leur clientèle. Donc, T-Mobile, premièrement, pour moi, reste l'une des entreprises les plus intéressantes ici. Lors d'une vidéo, je pense la première vidéo, la note d'analyse sectorielle qu'on avait fait ici, il y a 2 ans, je vous avais mentionné ici que T-Mobile, c'est intéressant, mais je n'ai jamais lu. Ça ne m'intéresse peut-être pas d'aller en profondeur, mais ça dépend, parce que je n'ai pas encore lu les rapports financiers. Si j'ai pris la peine de le faire, et T-Mobile reste l'entreprise la mieux positionnée entre Verizon et AT&T ici. En fait, elle a tendance à faire moins, elle a eu tendance à investir massivement avant tout le monde. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, elle récolte déjà ses fruits-là. OK? On peut se dire ici que ça reste une belle entreprise. De toutes les façons, toutes les 3 sont intéressantes. Verizon et AT&T sont quantitativement sous-évalués, mais si vous prenez les 3 en termes de panier d'action, en fait, vous ne surpayez pas. Dans ce contexte dynamique, T-Mobile se positionne comme un leader. L'entreprise a su anticiper les tendances du marché et investir massivement dans les nouvelles technologies, une stratégie payante qui lui permet de se démarquer de la concurrence. En conclusion, le secteur des télécommunications est à un tournant. Pour réussir, les opérateurs doivent maîtriser leurs coûts, investir dans les technologies de demain et proposer des services personnalisés. T-Mobile montre l'exemple, mais l'innovation et l'adaptation seront essentielles pour tous les acteurs de ce secteur en pleine expansion. Comme je l'ai dit tantôt, je vous invite à revoir les vidéos sur Verizon, notamment les notes d'analyse qu'on a effectuées dessus. Si je tape ici Verizon, vous avez à peu près combien? Je pense qu'on en a plusieurs notes d'analyse ici. Je pense qu'il y en a quelques-unes. J'en ai même parlé ici dans une vidéo. J'ai fait tout un live où je parlais de AT&T et de Verizon. Est-ce qu'on dira après que c'est surprenant ce qui se passe présentement? Non. On va encore se dire une chose. La lecture des rapports financiers libère. D'accord? N'utilisez pas ici le narratif ambiant qui veut dire « Ah non, ils ont coupé les revenus. » Non, non, non. La raison derrière est plus importante. Est-ce que c'était une bonne décision ou pas du tout? C'est ce que vous devez aller regarder. Parce que parfois, le dividende, c'est bien, mais repayer la dette, c'est mieux. Oh, la dette a augmenté. Pourquoi est-ce que la dette a augmenté? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que la dette est bien échelonnée dans le temps? Est-ce que la génération de cash flow permet ici de couvrir le remboursement ici du principal de la dette? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et je pense qu'on a déjà répondu à chacune de ces questions-là précédemment. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos sur AT&T et Verizon. Vous pouvez également prendre 3M et Stanley Black & Decker, toujours des entreprises en restructuration ou bien qui paraissent en danger. En fait, c'est toujours différent du narratif ambiant quand vous prenez la peine d'aller en profondeur. Donc, on va se dire une chose. Je n'ai pas encore parlé de T-Mobile, malheureusement, sur cette chaîne. Je prendrai la peine d'en parler au-delà des chiffres parce que entre parenthèses, ça me dérange aujourd'hui de parler d'une entreprise uniquement en regardant les chiffres. Ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube ici et vous avez l'analyse quantitative. Si jusqu'à aujourd'hui vous n'arrivez pas à en faire, vous avez en description de la vidéo tous les services disponibles ici chez Top Invest. Ok? Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Maintenant, on va aller en profondeur. Moi, j'ai lu les rapports financiers. Je présente l'entreprise, voilà, par rapport à ce que moi j'ai compris après la lecture des rapports financiers. C'est tout. Je ne perds pas mon temps parce que ça me permet d'accumuler de la connaissance que je pourrais appliquer plus tard ici sur une entreprise si elle est sous-évaluée ou pas du tout. Maintenant, mon rôle ne sera pas de vous dire « Ah, c'est sous-évalué, c'est sous-évalué. » Non, 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 non. On donne les arguments qualitatifs et quantitatifs, point barre. Maintenant, vous prenez votre décision d'investissement comme ça. Parce que vous devez apprendre à penser par vous-même.
D'ailleurs, même, ça pourrait être une bonne chose. Hein. Lisez vos rapports financiers. Je pourrais dire maintenant, apprenez à penser par vous-même. Ah oui, ça pourrait être une bonne chose. Parce que la chaîne s'appelle Top Invest. De toutes les façons, je changerai même le nom de cette chaîne-là bientôt. Donc, on mettra ici, apprenez à penser par vous-même. OK? Juste pour rappel, parce que lire les rapports financiers, vous êtes déjà au courant. Donc, voilà à peu près comment fonctionne cette industrie en date d'aujourd'hui. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous faites ce que vous voulez après. Comme je l'ai dit tantôt en description de la vidéo, vous avez la watchlist. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais d'abord que le segment des télécoms, ce n'est pas un secteur d'activité qui me... Voilà, ça ne m'excite pas énormément. Mais tout dépend du prix. Que ce soit T-Mobile, d'accord? T-Mobile, c'est ticker symbole ici, c'est TMUS, T-M-U-S. Je pense que T-Mobile mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Tout dépend du prix, elle est déjà dans la watchlist. Ensuite, on a Verizon, on en parlera sans doute quantitativement. D'accord, on fera l'analyse quantitative ici. Je rappelle que dans la watchlist, vous avez les target price ici. Au moins, ça vous permet de ne pas poser la question de savoir quelles sont les entreprises les plus intéressantes en date d'aujourd'hui. C'est quantitatif, c'est posé. D'accord, donc vous pouvez faire un screening ici et pouvoir ici uniquement vous concentrer sur des entités qui semblent être sous-évaluées. Et si vous avez un doute par rapport à ça, vous pouvez demander une analyse quantitative pour la mise à jour, surtout quand ça date à peu près de plus de 3 mois. OK, et le mieux toujours, c'est de savoir lire ces rapports financiers. On n'investit pas uniquement en se basant sur des éléments quantitatifs. De toute façon, je me répète tous les jours, matin, midi, soir. Après, vous pouvez tester et vous allez voir que ce que je raconte ici aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il ne faut pas investir uniquement en se basant sur des chiffres. Pourtant, les chiffres, c'est ce que je fais tous les jours. D'accord? Je suis très bien positionné pour vous dire, faites attention. Ça ne vous permet pas d'aller loin. Vous commencez avec, mais vous n'allez pas loin. Aujourd'hui, on a la preuve avec Stellantis. Retournez sur la première vidéo de Stellantis. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le prix est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a gagné de l'argent? C'est ça qui devrait nous intéresser. C'est ça qui drive un investisseur. Aujourd'hui, Carlos Tavares et on le décrit comme le pire. Voilà. Ce n'est plus le manager extraordinaire qu'on avait, etc. Vous êtes sérieux là? C'est l'un des meilleurs dans son secteur d'activité. Même faire des erreurs, même pour les meilleurs, ça arrive. D'accord? C'est justement parce qu'on est bon qu'on arrive à s'adapter en conséquence. C'est ça, un bon gestionnaire. Mais maintenant, il y a des risques. Quand on coupe les coûts, c'est bien, c'est intéressant, mais ça peut avoir un impact sur la qualité. Vous êtes toujours nombreux à le dire ici. Ah ouais, PureTech, les airbags, etc. Ce sont des problèmes temporaires. Ce sont des problèmes temporaires. OK? Donc, oui, ça aura un impact sur le business en lui-même. Tout va dépendre maintenant du multiple que vous serez prêt à payer. Vous allez vous dire, OK, avec ces problèmes-là, je paye à peu près un prix se rapprochant des actifs tangibles nets. OK? Mais vous avez un bon dirigeant avec Stellantis. C'est un bon dirigeant. Tout le monde vous dira, ah, on vous l'avait dit, c'est cyclique, c'est normal. Prenez la première vidéo sur Stellantis ou bien la 10e vidéo sur Stellantis, on répète la même chose et ça vous surprend toujours. En tout cas, on parlait des télécoms ici, juste pour toujours vous dire ici que, attention, le narratif ambiant n'est pas souvent la réalité. Beaucoup de gens vous disent que, oh non, Orange, il ne faut pas investir parce que l'État y investit, etc. Ça dépend du prix. Ça dépend du prix. Orange, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Je considère que ce n'est pas une entreprise extraordinaire. OK, mais tout va dépendre du prix. Si tu me proposes du Orange ici, c'est pas moi, à 10 €, ça peut m'intéresser. Mais au-delà de 15 €, non, pas du tout. Tout dépend de la dette actuelle. Mais ce n'est pas une entreprise intéressante, extraordinaire à avoir en portefeuille. Personnellement, si Orange, il faut vraiment un prix extrêmement bas pour que je puisse m'intéresser à Orange. Mais si l'opportunité se présente, pourquoi pas? Ça pourrait mériter 1% de mon portefeuille. De toute façon, vous êtes là, allons, si vous faites du stock picking, c'est pour générer un rendement bien plus élevé que ce que le marché peut vous proposer en moyenne. D'accord? C'est ce que vous... Et pour le faire, vous devez faire le travail nécessaire. Vous devez faire le travail nécessaire. J'achète parce qu'il achète? Non. Vous devez penser par vous-même. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain, vous allez vous rendre compte de ça quand vous aurez perdu près de 10 000 € ou bien 1 000 €. Alors que acheter un livre à 34 € ou bien à 10 € ici aurait pu vous éviter de faire ce genre d'erreur-là. Mais non, personne ne lit, mais on veut tous faire de l'argent à court terme. J'achète, il faut que ça monte. Non. En tout cas, comme je l'ai dit, la série, la playlist concernant le style d'investissement et concernant le risque, vous devez commencer cette série-là en date d'aujourd'hui. C'est une playlist qui est disponible sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais plus parler d'éléments, sur les mois à venir, on va plus parler d'éléments philosophiques. Ici, on parle d'entreprise. Ici, on va avoir tendance uniquement à parler d'entreprise après avoir lu les rapports financiers. Je pense que c'est mieux comme ça parce que là, j'évite de perdre ici du temps et moi également, je pourrais monter en compétence assez rapidement parce que ça me permet d'apprendre sur les secteurs d'activité. Et moi, j'aime bien ça. Quand on a un avis sur un secteur d'activité ici, ça nous permet d'être plus calme quand tout va mal. Secteur automobile, ça se voyait déjà, c'était tout le monde le disait, on gagne beaucoup d'argent, c'est temporaire. ALD Automotive, on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle?
Il ne faut pas que je sonne comme un donneur de leçons, mais c'est une façon de vous montrer, c'est une façon de dire ici que tout est dans les rapports financiers. Prenez le temps de lire les rapports financiers. Si vous ne voulez pas le faire, n'achetez pas d'actions. Ne faites pas de stock picking, les amis. N'en faites pas du tout. Ça demande du travail. Rien n'est gratuit dans ce monde. Vous n'allez pas devenir... De toute façon, on ne fait pas pour devenir riche. D'accord? Première chose. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Moi, ça me fait mal de voir des gens qui perdent entre parenthèses, hein, qui ont une perte présentement sur Stellantis et qui sont en panique. Pourquoi tu as acheté Stellantis? Ah, parce qu'elle versait un dividende. C'est quoi ce raisonnement? Je comprends le raisonnement, mais faites un effort à un moment donné. Dites-vous que si on fait du stock picking, il vaut mieux le faire d'une certaine façon. Comment est-ce que ceux qui gagnent de l'argent dessus le font? Ah non, on va me sortir la stat selon laquelle les professionnels ne gagnent pas, etc. Machin, ils ne battent pas le marché, mais ça dépend. Pourquoi ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez remarquer qu'ils font tous la même chose, la plupart du temps. Ils n'ont pas une vision à court terme, ils investissent uniquement sur les entreprises qualitatives. Et ils attendent uniquement un prix intéressant. Point barre. Le reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de battre le marché année après année. Moi, je ne vais pas battre le marché sur un an. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Sur 5 ans, ça m'intéresse. Sur un an, ça ne m'intéresse pas. Parce que sur un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Je prends toujours l'exemple d'une entreprise qui est sous-évaluée. Et je le dis toujours. En plus, derrière, je l'ai encore mentionné dernièrement, il y a un activiste sur le dossier en date d'aujourd'hui, donc ça peut servir de catalyseur. Quand on achète une entreprise, c'est intéressant d'avoir toujours un catalyseur derrière. Ça peut être le rachat d'actions, un nouvel actionnaire, un nouveau PDG. Ici, nous avons un actionnaire activiste. Glenview Capital qui prend une position sur CVS. CVS est extrêmement sous-évalué. La priorité, c'est le remboursement de la dette, arrêter de faire des acquisitions et gérer comment on dit ça? Améliorer la qualité de la souscription ici au niveau ici du service d'assurance. On connaît les problèmes. Est-ce qu'on est prêt à souffrir 10 fois les bénéfices? Ça ne me dérange pas. Et je peux vous dire ici qu'en termes de coût d'opportunité, j'ai perdu énormément avec du CVS. Mais je suis toujours investi dessus. Et comme je dis encore, en achetant CVS, l'année où j'achetais CVS, j'achetais également des entreprises comme McKesson, Cencora, qui présentent bien aujourd'hui. D'accord? Qui présentent très bien aujourd'hui. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Je peux rester investi pendant, je peux rester investi pendant 5 ans sur la même entreprise. Du moment où les bénéfices nets augmentent année après année, ça ne me dérange pas. Alors qu'au début, j'avais du Walgreens, cette compagnie. Et heureusement que je suis sorti de Walgreens assez rapidement parce que quand on regarde la stratégie de Walgreens, ça ne va pas fonctionner à long terme. Mais pourtant, Walgreens s'est entêté à continuer à faire la même chose. Et donc, on va l'acheter à cause du dividende. Quand vous allez lire les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que cette compagnie ne peut pas garder ce dividende actif. Et on l'a baissé le dividende, il faut le couper, littéralement. Présentement, la meilleure chose qui puisse arriver à Walgreens, c'est qu'elle se fasse racheter. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse lui arriver. Parce qu'aujourd'hui, faire le même move que CVS, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Bref, la vidéo portait sur les télécoms, mais comme d'habitude ici, j'aime bien parler également ici de stock picking de manière générale. Et cette chaîne ici a vocation, c'est une chaîne éducative, ok? Ça fait 10 ans que je le fais, les amis. Et si je vous dis que ça fonctionne de cette façon-là, croyez-moi, ça fonctionne. Essayez de le faire d'une autre façon et dites-moi à peu près à quoi ça va ressembler dans 5 ans, 10 ans. Lisez vos rapports financiers. Ça ne ment pas. Ça paye, cash. Toujours. Et après, si vous n'arrivez pas à lire vos rapports financiers, en description de la vidéo, vous avez le pack du débutant, vous avez la top newsletter, gratuite où je partage une analyse sectorielle, vous avez à peu près le service Top Premium Plus. Enfin, je ne sais même pas s'il sera encore disponible quand vous allez taper cette vidéo, d'accord? Dans tous les cas de figure, si vous avez des questions, vous aurez toujours la possibilité de réserver un appel sur la page ici de Top Invest, sur Podia. Et ça me fera plaisir ici de répondre à toutes ces questions-là, en lien avec les produits, ok? Si ce sont des questions, mais qu'est-ce que je dois acheter, ce genre de choses-là, s'il vous plaît. C'est le moment de se réveiller. Merci.